Et finalement, il est venu avec elle a une forme de cathédrale.
femmes, puisque le rapport au tissu est traditionnellement aussi un artisanat qui est un artisanat féminin, et domestique, et du coup, pas forcément très Ouais, sauf la bière. Il me reste juste un stage. Une formation en bachelor de 3 ans. Et ensuite, je suis ingénieur pour je vais le prendre. Che bella! Mais en fait, moi, c'est super interdit. En fait, ça fait que les groupes sont de la bière du Nord. Ça n'a pas été changé. Il y a personne qui a. Tu filmes tout, toi? Tu vas faire quelques images, voilà. De temps en temps. Ouais, c'est important, plus 80 ans, quand même. Que je vais... Ah ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas C'est chouette, ça. Ah oui, je sais pas. Ton petit-fils, il l'a vu, il a dit moi aussi je veux un costume pour la mise en scène. Le dernier vase. Non, j'ai été aussi chercher des fleurs hier. Oui, attends, Et la dernière vase. ah oui, puis il fallait ça va être un mot. Oui, mais Mais non, j'ai envie. Oui, je connais. Comme il y avait je connais, je sais que c'était. Et alors, chez Marceau, il m'a offert une disque avec la dédicace à l'artiste. Et après, ça sort Dans la chambre, là-bas. Je crois que c'est la nièce, c'est la nièce de Marie-Odile. C'est la filleule de Marie-Odile. La filleule. Voilà. Filleule, ça veut dire Marraine. Marie-Odile, c'est la marraine marraine chrétienne. Oui, mais d'accord, mais la reine. Le lien de sang, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien de sang. Non, il n'y a pas de lien de sang. Non, c'est la fille d'une amie de maman. Ah, c'est Cléopâtre. c'est plus de lien de soir. C'est plus de lien de cœur. Non, on n'a pas de lien. Myriam, elle va avoir la dernière. Vous les chassez. C'est dommage. Allez, la réponse. Bon. Vous avez des verres si vous voulez. Habillez Alex là-bas. Comme vous voulez. Vous pouvez boire la canette. Hein. Moi, c'est aussi ça s'appelle des verres en français. Non, c'est que Marie. C'est sûr. Bon, alors. Tant mieux, Myriam. Parfait. Tant mieux. Joseph, Myriam. On attend. On attend. Ouais, C'est long. C'est elle long. met les chaussures. Attends. Tout le monde est là? Non? Ah oui, Ah, elle est meilleure là. Voilà. Myriam. oui, je suis là, j'arrive. Toi qui voulais choisir ta couleur. En plus, elle voulait celui-là, je vois. Il est trop mignon. Bienvenue, merci beaucoup. Bravo. Présent. Merci à vous deux. On est très heureux de vous accueillir à fêter les 80 ans de Marie-Odile ce soir. Merci beaucoup. Ouais, bravo. Merci. Bravo à Marie-Odile d'être arrivée jusque-là. Ouais, Pas trop amoché. Ouais, pas trop mal. ouais, ça va. Tu t'en sors bien. Je suis contente de moi. Ça tient la- Je me dis, c'est toujours ça de fait. Alors, santé. Ça tient la route, hein. Alors santé. Et merci à vous tous d'être présents. Ah non. Tu me parles, non. J'ai vraiment apprécié quand tu venais les aider, à chaque fois elle venait avec un nouveau morceau, puis elle nous jouait ce qu'on aimait, Syrinx. Alors Syrinx c'est Messiaen, dans Cité 21.5 c'est Varèse, et elle nous jouait très très bien déjà. Et... Ce sera pas ça ce soir. C'est quoi Bon, ce soir c'est. Alors ce soir, C'est Maître Gims. je vais vous jouer une fantaisie de Téléman. De Une fantaisie. fantaisie de Téléman. Ah, très bien. Ah, la télé déjà. Bravo. J'ai eu le métier. Le public est pas terrible. Hein.
C'était vraiment ça. Oui, Amélie. C'est Cléopâtre qui fait vite. Musique, c'est beaucoup. C'est très professionnel. Ça rigole pas ici. Il est parti. Deux notes. C'est beau ça. Deux coupes. Bon, vous avez reconnu la musique de la célèbre émission de Bernard Pivot, qu'on va essayer de faire comme si. Voilà. Alors pourquoi, amis spectateurs du bateau livre? Alors c'est des références littéraires quand même, hein, le bateau livre. Oui, Vous avez bien compris sûr. tout ça. Alors ce soir, donc moi je suis non pas Bernard Pivot, mais Bernard Pipot peut-être. Donc je reçois ce soir, dans cette émission que tout le monde connaît et apprécie. Alors pour les plus jeunes, au début elle s'est appelée Apostrophe, ensuite Bouillon de Culture, ensuite la Grande Librairie c'était une autre équipe évidemment, et puis maintenant c'est Bateau Livre. Et donc Jean-Marie Odile, qu'as-tu-tu? Une jeune autrice de 80 printemps. Ben oui. C'était bien la révélation. Disons autrice débutante, pas jeune. Une jeune autrice quand même, c'est la première fois qu'elle écrit un livre. Et c'est donc aujourd'hui en plus le jour du printemps. Donc vous remarquerez l'esprit d'à propos que notre autrice qui fête à la fois son premier livre, ses 80 printemps, le jour du printemps même. Donc la fête de Marie-Odile avec toute sa famille, sa plus proche famille qui est autour d'elle ce soir. Et ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'il y a madame? Ah, je fais coucou pour la famille. Ah, coucou. Le public est admis à applaudir. Mais pas Alors, dis-moi Marie-Odile, qu'as-tu dit? Un premier livre en 80 ans, ce n'est pas banal. Effectivement, très bien. On se souvient. D'ailleurs, alors, je me réfléchis en clair, parce que finalement, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire qu'on se souvient de quelques auteurs célèbres qui ont démarré leur carrière littéraire fort tard. Alors, je vous en citais quelques-uns. Ah oui. Alors, Cervantes, il avait, quand il a écrit Don Quichotte de la Manche, c'était en 1605, pour les plus ignares. 1605, il publie l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Il avait 58 ans. C'est moins vénérable que 80, certes. À l'époque. Plus fort, à 62 ans, Tommaso di Lampedusa fait paraître son unique roman, un seul roman, Le Guépard. Bravo. Voilà. Je vois que vous vous sentez en confrérie avec Henri-Pierre Rocher, un autre. Lui, il a écrit son premier roman à 64 ans. Et ce roman, c'était Jules et Jim. Ah, c'est vrai. Oui. Voilà. Et une certaine Laura Ingalls Wilder, Ah bah oui. elle a publié La Petite Maison dans la Prairie, son premier roman à l'âge de 65 ans. C'est pas terminé. Le record absolu, tenez-vous bien, c'est celui de Robert Birnbaum qui vient de signer chez Stock son premier roman à l'âge de 98 ans. Largement battu. Alors, revenons quand même à notre premier livre, on a arrêté Catuti, peut-être ce ne sera pas le dernier d'ailleurs, qui a été publié à l'aube de vos 80 printemps. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il est paru il y a à peu près un mois. En décembre. Alors, moi, je vais vous poser quelques questions qui donneront à chacun, je le souhaite, l'occasion de mieux cerner votre personnalité, parce que, telle qu'elle transparaît à travers votre livre, c'est ça qui nous a intéressés ce soir. Alors, parce que
Le roman est très intéressant, on l'a beaucoup apprécié, c'est pour ça que vous êtes dans cette émission, naturellement. Et donc, d'abord, avant d'entamer les questions sur votre livre, je vais céder la parole à votre sœur cadette, Marie Fievet, qui va vous lire un texte qu'elle a écrit pour vous il y a quelques années, que vous connaissez peut-être déjà, et qu'on a trouvé extrêmement intéressant par rapport aux propos de ce soir, de cette émission, puisqu'elle relatait dans ce discours, qu'elle avait fait pour un anniversaire familial également, un épisode de votre vie commune, à toutes les deux, et qui nous éclaire très profondément sur votre caractère. Donc je laisse la parole à Marie Fievet. Alors il y a un titre, Moment gravé dans mon cœur avec ma grande sœur. C'était l'été 68. J'allais avoir 18 ans. Je venais de finir mes études supérieures, diplôme d'hôtesse d'accueil, mention bien. On ne rigole pas. Et j'étais libre comme l'air. Décision. Je ne me souviens plus du tout pourquoi. Il a été décidé que Marie-Odile et moi partirions 3 semaines en vacances au mois de juillet. Papa avait un pote, comme il disait, de captivité. Il a été en captivité pendant 5 ans. Paysan en Ardèche. Et il n'a rien trouvé de mieux que de lui demander de nous louer, on va dire, un gîte. Papa avait à quelques exceptions près des potes de captivité, soit paysans, soit ouvriers. Ça devait le déculpabiliser sans doute. Action. Maman s'est mise à nous confectionner comme chaque année nos robes d'été, 17 en ce qui me concerne. Véridique. Elle a tourné la machine Elna, je peux vous dire. Pour les plus jeunes, la machine Elna était une marque de machine à coudre. Voilà. Excitation. Nous voilà partis toutes les deux, en amis 6. Une 2 chevaux très améliorée, à fond la caisse, en chantant à tue-tête et en tirant sur nos Gold Leaf. Bravo. Ça s'appelait comme ça. Acheté par cartouche en Belgique. Moi, maquillée comme une voiture volée, bien habillée, bien proprette, Marie-Odile conduisant pieds nus. Je trouvais ça super classe. Explosion. Avant Lyon, à Limonest, nous avons mangé une omelette. C'est quand même très con comme truc, mais je ne l'oublierai jamais. C'est ma première gorgée de bière à moi. Le fait d'être toutes les deux sur la route, au soleil, à déguster une omelette aux tomates fraîches du potager de l'aubergiste, le pied. Un sentiment de liberté totale. Ensuite, elle m'a fait conduire. Sur l'autoroute. Je n'avais pas tout à fait 18 ans, donc pas encore le permis. Et cet interdit m'a littéralement explosé. Déception. Arrivé à Ardèche, dans un bled au trou du cul du monde, et dans un paysage d'une grande beauté, cela dit, Monsieur Champanet, le fameux copain de captivité, nous emmenait en face de sa maison, dans le bâtiment réservé aux vaches, qui d'ailleurs broutaient leur foin tranquillement. On pensait qu'on faisait une petite visite agricole. Avant de voir notre gîte, je me bouchais déjà le nez, mais il nous a fait monter par un petit escalier extérieur. Il a ouvert la porte et il a dit « Voilà ».
Voilà quoi, on s'est dit. Eh bien, c'était notre gîte au-dessus des vaches. Une pièce immonde, un pauvre lit en fer. Véridique, hein? Un pauvre lit à vache, un nuage de moustiques, de bêtes en tout genre, une poussière installée depuis la nuit des temps, une crasse à gerber. Et nous deux, petites bourges interloquées sur le pas de la porte, avec une jolie robe à fleurs, nos sandales fines, nos valises bourrées à craquer. Apocalyptique. Lunaire, comme disent les jeunes aujourd'hui. J'ai pleuré. Et j'ai dit, on s'en va. On se taille. Consolation. Et là, Marie-Odile m'a fascinée. Elle est rentrée, elle est restée, pardon, très calme. Elle m'a consolée. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va être très bien. Tu vas aller te balader une bonne heure dans la campagne, tu me laisses faire, tu verras. Organisation. Quand je suis revenue, ça n'était pas un palais, mais presque. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a tout nettoyé. Elle a vidé 3 bombes de fly-tox, viré un tapis d'insectes, mouches, guêpes, abeilles, araignées. Elle a tendu une corde tout le long d'un mur. Elle y a pendu nos 30 robes colorées. Elle a mis des fleurs partout, de la musique. Bref, c'était magique. Nous avons pu déguster enfin les merveilleuses cochonailles et le vin de Monsieur et Madame Champanet. Révélation. J'ai passé les plus belles vacances de ma vie. J'ai vite laissé tomber les robes, le maquillage. On se faisait bronzer à poil sur le toit de la Missis en chantant à tue-tête « Couleur café, que j'aime ta couleur café ». On allait dans les petits bals danser avec les paysans du coin, oui, ce que je veux dire. Et je ne sais plus ce qu'on a fait pendant 3 semaines, mais ça a été une expérience unique pour moi, complètement encadrée par ma grande sœur. J'étais passée de petite bourge proprette à une sauvageonne découvrant avec délectation le bonheur d'être là, tout simplement dans cette belle nature auprès de gens simples. C'était 1968, une vraie libération, un sentiment de liberté totale, la fin d'une époque et l'émerveillement d'avoir la vie devant soi et d'en faire ce qu'on veut. Voilà, elle m'a fait vivre ça. Et je suis plus qu'heureuse d'avoir appris et partagé ces moments forts avec elle. Ça reste gravé. Merci Marie-Odile. Les Kleenex. On pourrait applaudir Marie-Michel. Bravo. Alors. Et on allait la grande ville où on allait, comment ça s'appelait? Aubenas. Alors on allait s'encanailler et on allait prendre une bière à Aubenas. Ton programme. C'est tout un programme. Voilà. Bravo Marie, merci beaucoup. Écoutez, C'est c'est extrêmement touchant. Bah, oui, parce que c'est une belle histoire. C'est un beau roman. C'est un bon roman, une belle histoire. Elle revenait. Alors, revenons à votre livre, Marie-Odile. On s'est un peu égaré là. On ne s'est pas égaré parce que ça nous éclaire. Ça nous éclaire sur la personne. On est dans la campagne.
Mariotti. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que nous avons beaucoup aimé votre livre. Ce livre qui s'appelle La danse de la grue cendrée, aux éditions Saint-Saëns. On a beaucoup aimé, surtout, ce qui se dégage de ce livre, c'est votre personnalité, et mes questions vont porter surtout sur ça. Voilà, parce que dans ce livre, il y a naturellement une belle histoire d'amour. Bon, comme d'habitude, les histoires d'amour, comme dit la chanson, ça finit mal en général, pas toujours heureusement. Alors, je dis ça pour Delphine et pour Pascal, puisqu'ils démarrent. On sait jamais. On peut s'inscrire sur la liste. Bref, je reviens au bouquin. Donc, ce livre, c'est une histoire d'amour, mais c'est celle surtout d'une femme libre. C'est ça qui nous a beaucoup frappé. Parce que tout au long du livre, on se rend compte qu'il y a des réactions, des prises de position, des actions, des volontés qui sont exprimées et qui montrent que ce qui est le plus important pour vous, nous a-t-il semblé à travers ce livre, c'est l'idée de liberté et l'idée de s'accomplir soi-même sans se sortir de la route, si j'ose dire, qu'on s'est tracé. Ça nous a beaucoup plu. Oui. Et en plus, oui. Non, mais il y a quelque chose de juste là-dedans, mais ça n'a pas été une ligne droite. Ça a été vraiment de... Oui, il y a cette ligne qui est là et qui fait que je continue, mais il y a beaucoup d'allers-retours, de déviations, des moments où... j'étais loin de la ligne. Bien sûr, bien sûr. Et cette ligne, oui, elle est importante. Je pense que c'est ce qui nous tient et que pour chacun, il y a cette ligne qui nous tient et qui nous fait avancer. Et comme nous sommes des humains, eh bien, on a besoin d'être aimé, on a besoin de faire plaisir, on a besoin d'être entendu. Et de ce fait-là, on fait... On dévie. C'est un moyen ici, c'est pas Ce que tu sais pas, Marie-Odile, c'est que c'est ton audition pour passer à la grande librairie. Pas mal. Ici, c'est le studio qui précède celui de la grande librairie. Bon, enfin, Marie-Odile, il faut se rappeler que vous êtes à l'époque, quand vous démarrez votre histoire, c'est difficile de se rendre compte de ça parce que vous avez 80 ans et vous sortez votre premier livre. Des livres qui, je le répète, vous a beaucoup plu. Et juste après ces années 68, vous êtes donc une 68 vous s'appelez tous à l'époque. Bon. Une de ces femmes très éprises de liberté, très révolutionnaire pour leur époque finalement. C'était une transition extrême qui s'est passée en 68. Marie, votre sœur, a rappelé la façon dont vous êtes comporté dans ce truc du monde. Et vous décidez donc en 60, dans les années 70, hein, je crois que c'est là que l'histoire démarre. En 69. Voilà, 68, 69, ça va changer. Vous décidez de vivre un amour passionnel, un amour, finalement, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais assez transgressif pour l'époque, puisque c'était, vous êtes séduit par un bel étranger d'origine marocaine, et oui, un Marocain, et donc c'est une situation qui, dans ces années-là, est relativement peu courante. On ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, tout se mélange, la mixité elle est partout, certains même parlent de créolisation de la société, mais à l'époque, c'était quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, vous êtes parti droit devant, et vous avez dit, je vais construire ma vie avec ce jeune homme. Oui. Tous les deux. Voilà. Et expliquez-nous, est-ce que c'était pour suivre le slogan de ce 68 qui était « Il est interdit d'interdire » ou ce slogan, oui. Donc de s'interdire à soi-même. Et c'était donc interdit de s'interdire à soi-même de faire ce que la majorité ne fait pas.
à moins que ce soit peut-être un autre slogan qui nous a tous beaucoup plu, c'est sous les pavés la plage. Oui. Ça pourrait. Ça pourrait, parce que sous les pavés, ça pourrait être ceux de Roubaix. Oui. Les fameuses courses cyclistes, les pavés du Nord, etc. Et la plage, c'était celle qui n'était pas très loin de Casa, pas très loin de Rabat. C'est au bord de la mer, c'est au bord de l'océan. Voilà. Et donc, est-ce que vous vouliez affirmer à l'époque votre liberté de vivre comme vous vouliez, comme la fille des années 68 que vous étiez alors? Merci. Merci pour cette bonne question. C'est quelque chose qui n'est pas pensé à l'époque. Je suis tombée amoureuse peut-être plus des mots de cet homme que de l'homme en lui-même, parce qu'il me disait des mots où j'étais la femme de sa vie, j'étais celle qu'il attendait depuis toujours, j'étais celle... Voilà, et c'est vrai que, bon, j'ai été séduite par ça, d'être aimée par un homme beau, intelligent, cultivé, sensible, poète, et il disait que j'étais la femme de sa vie. Je connais ça aussi, je connais ça, maman. Oui, bon. Voilà. On attend le prochain livre. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est votre personnalité qui déjà se définit dès 68, ou après 68, ces valeurs de liberté que vous essayez de mettre en œuvre. Vous le faites dans un pays, vous décidez d'adopter en fait ce pays, c'est une véritable réimplantation. C'était une renaissance. Non, j'ai été complètement séduite par ce pays. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, l'Afrique du Nord et particulièrement le Maroc sont des pays très attachants, sont des pays beaux. Plus que Roubaix. Ça reste un gars, Moi j'aime bien Roubaix parce que Roubaix, j'y ai trouvé les filles qui est pas mal. Et c'est ce qu'il y a. Et je trouve que on comprend, ce que j'ai compris là, et ce que beaucoup de peintres ont vécu en venant dans le sud, c'est la lumière. La lumière du Maroc est quelque chose d'extraordinaire, qui vous change la vie. C'est incroyable ce que fait la lumière. Et peut-être les cinéastes comprennent ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça allège la vie, qu'elle est plus joyeuse, plus facile. C'est peut-être une illusion. Mais la lumière du Maroc, je peux vous dire que ça m'a éclaboussé. Surtout venant justement de Roubaix. Hein? Un pays où un ciel si bas qui fait l'humilité. Je me disais jamais, là, bon voilà. Bon, donc on pourrait dire que vous êtes laissé charmer par les charmeurs de serpent. Allez, alors, cette histoire de renaissance, cette histoire de lumière, il y a une autre chose qui nous frappe tout au long du roman, c'est votre amour infini de la danse. Alors la danse, il ne faut pas oublier qu'avant de partir au Maroc, vous aviez créé une compagnie, vous dansiez déjà. Je dansais dans une compagnie. Dans une compagnie, c'était pas encore la vôtre. Non, c'est pas la mienne. C'était les Ballets Modernes de Paris. Voilà, alors les Ballets Modernes de Paris, que moi-même j'ai bien connu d'ailleurs. Paraît-il? Oui, paraît-il. J'aimais bien les danseuses, des trucs. Ou les danseurs. Non, mais il faut savoir que les Ballets Modernes de Paris, ça dit pas grand-chose aujourd'hui. Non, ils connaissent plus. Aux jeunes, mais c'était comme une des compagnies en France qui essayait d'implanter l'exemple des grands danseurs américains comme Martha Graham. Non, pas du tout. Alors, les Ballets de Paris était la seule compagnie de danse contemporaine à l'époque. Il y avait des danseurs contemporains qui faisaient des spectacles comme ça, mais la seule compagnie structurée, parce que Dupuis, Dominique, était le fils des éditions Dupuis, que vous connaissez parce que c'est eux qui ont fait pas mal.
Et donc, il avait beaucoup d'argent. Et de ce fait-là, il avait l'argent pour monter une compagnie. Et il s'était ami avec Françoise, qui était une excellente danseuse et qui était la maîtresse de Roger Blanc, que certains ont connu. C'était un bel homme. Et Dominique Dupuis, c'est un abo dégueulasse. Mais bon, elle a changé son amoureux parce que Dominique pouvait la faire danser et elle était la première danseuse de la compagnie. Elle avait du talent. Elle était une belle danseuse, une magnifique danseuse. Je l'ai vue danser à 82 ans et c'était magnifique. Voilà, c'était vraiment quelqu'un. Et c'était la seule compagnie qui existait en France. Parce que la danse contemporaine n'était pas bien vue à l'époque. C'était vu comme un truc pas vraiment sérieux. La vraie danse, c'était la danse classique. Quoi. Et les contemporains qu'on n'appelait pas comme ça, on les appelait les danseurs modernes à l'époque. Et c'était vu comme, bon, ils ne savent pas danser, ils ne savent pas lever la jambe, ils ne font pas des pirouettes, donc ils sont nuls. Quoi, voilà. Et le renouveau de la danse au XXe siècle a été fait par des danseuses, et c'est un des arts rares où c'était surtout les femmes qui dansaient et qui créaient des compagnies. Maintenant, c'est changé, les mecs qui sont revenus, ils ont pris à leur place. Hein. Mais bon, à l'époque, c'était les femmes qui vraiment ont fait cette impulsion qui fait que... Les plus célèbres, c'est Martha Graham. Martha Graham, c'est aux États-Unis, je parle en France. Et puis d'abord, c'était en France ou en Allemagne? En Allemagne, c'est bien après, c'était Marie Wigman à l'époque. En Allemagne, juste pendant la guerre et après la guerre. Et Françoise et Dominique Dupuis se ralliaient à l'école allemande et pas à l'école américaine, qui est venue après. Mais c'est vrai que l'école américaine, elle était un peu particulière. Puis il y a aussi beaucoup de danseurs européens qui, pendant la guerre, sont partis aux États-Unis et qui ont inculqué la danse européenne aux États-Unis. Il y avait aussi des danseurs américains qui se basaient sur les cultures afro-indiennes, qui ont voulu retrouver l'essence de la danse à travers les cultures africaines et indiennes des États-Unis, et aussi l'Antiquité, en dansant comme les vases et les trucs grecs. C'est comme ça qu'est née la danse contemporaine aux États-Unis, et elle s'est beaucoup mieux développée qu'en Europe parce qu'il y a eu la guerre. Vous avez raison, d'ailleurs, je ne sais plus, page un cours. 55 ou 28. Non, mais t'es prête pour la grande librairie, c'est vous dites justement, la page 25, c'est que la danse, c'est la vie. Oui. Ah, expliquez-nous ça. Je voulais le dire un petit peu. La danse, en tout cas comme je l'avais dit moi, les artistes vivent toujours les choses chacun différemment, donc c'est pas une généralité. La danse, pour moi, ce n'est ni un art, ni une technique, ni un moyen d'expression, c'est une modalité d'être. C'est-à-dire que je vis danseuse. La danse, ça me constitue. Je suis danseuse, ma vie et la danse, c'est un. Et c'est pas séparé. Et encore maintenant, je peux dire, c'est un peu idiot, mais je danse toujours, mais intérieurement. Parce qu'extérieurement, c'est fini. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans un pays que vous ne connaissiez pas, vous recréez à Rabat une école de danse. Oui. Vous-même, Oui. toute seule. Comme une grande. Pas si grande que ça, quand même. Non. Bon, et donc, cette école, il y a eu jusqu'à 300 élèves, vous écrivez. J'ai eu beaucoup de succès, et je crois que c'est ça aussi qui m'a tenue, parce que c'était, il faut dire, pour les jeunes, c'était une époque où l'idée de l'éducation de Françoise Dolto disait l'enfant est une personne, c'était tout nouveau tout ça. Et donc, comme dans ma pédagogie, je voulais privilégier l'enfant, son épanouissement, et pas simplement apprendre des pas et faire répéter les enfants comme s'il faut faire comme les autres. Au contraire, toute ma pédagogie était axée là-dessus. C'était très novateur pour l'époque, plus maintenant, fort heureusement. On a beaucoup avancé là-dessus, mais c'était très novateur. Et les Marocains
et les Européens qui vivaient à Rabat et qui étaient au courant de toutes ces nouvelles pédagogies qui existaient, eh bien, étaient friands de mes cours. Et j'avais beaucoup d'élèves, j'avais même des listes d'attente tous les ans. Les parents inscrivaient leurs enfants un an à l'avance pour être sûr d'avoir une place. On ne se rend pas compte, c'était il y a plus de 50 ans. Non, mais c'est dingue. C'est vrai que les spectacles que je faisais, ça ne ressemblait en rien au spectacle de danse classique et tout. Je ne mettais pas les enfants comme des petits singes savants sur les scènes, je détestais ça. Et on faisait... Mais quelle surprise! Hein? Quelle surprise, Marie-Odile! Comment ça? Justement, alors page 110 de votre livre remarquable, page 110, vous avez fait un épisode intéressant également de vos créations, de vos ateliers de création. C'est un épisode où il y avait un stage que vous avez organisé avec votre sœur Louise, ici présente dans le public d'ailleurs. On peut applaudir parce que... Et votre sœur Louise et vous organisez un stage de théâtre et d'improvisation corporelle qui fait que, c'était en 1980, un spectacle qui fut un événement considéré comme très avant-gardiste pour l'époque et qui a fait beaucoup parler de vous à Rabat. Oui. C'est ça? C'est vrai ça? C'est vrai, ça, oui. C'est vrai. C'est vrai. Et c'était extraordinaire parce que Louise est venue avec un autre comédien, Jean-Gabriel Goldman, et ils ont apporté à Rabat. Et les élèves de Rabat étaient friands de cette nouveauté. Alors, je fais un peu de cours, mais c'était le théâtre de Peter Brook, qui est un immense metteur en scène. C'était les méthodes de Tanaka Min, un japonais, et c'était les méthodes du Grotowski au théâtre. Voilà, c'est vraiment parce que Louise et Jean-Gabriel Goldman étaient des professionnels. Donc quand ils sont arrivés à Rabat, la première chose qu'ils ont fait, c'est aller voir les journalistes et dire voilà, on est des acteurs et des comédiens français, on vient faire un stage dans l'école de danse de Marie-Odile, et dans les journaux, de ce fait-là, on en a parlé. Et le jour où on a fait notre happening, parce que c'était un happening, c'était pas un spectacle, dans les palais des Oudayas, dans le patio, c'était plein à craquer. C'est dingue. C'est vrai. Tout ça, c'était en 80, c'est ça? C'est comme des expériences formidables qu'on a faites. On s'est vraiment éclaté, non? Vraiment. On avait commencé en 68. Hein. Vraiment. Tout ça sur le toit de Dynamici, c'est ceux qui n'ont pas suivi. Et même, alors, page 98. On avance. Vous avez fait avec votre mari, vous avez conçu un spectacle à deux, et à la fin du spectacle, le lendemain, les journaux de l'époque à Rabat ont écrit: nous avons à Rabat le festival d'Avignon grâce au couple Locke. Vous vous rendez compte ce que c'était l'accueil de cette compagnie et de ces spectacles? Ils arrivent à imaginer qu'Avignon était à Rabat. Le tour de la non? Comment? Oui, il y avait un peu de kiff. Ils cultivaient les schistes. Avignon. C'est très cultivé. Oui. Donc l'enthousiasme du public marocain, des stagiaires d'autres stages d'expression corporelle, etc., c'était sans conteste le résultat d'une grande maîtrise professionnelle que vous décrivez très très bien dans le livre. Alors, vous avez, j'avance, dans page 115, vous concluez, après quand même pas mal d'aventures, que après avoir cherché un modèle de relation culturelle, interculturelle entre la France et le Maroc, eh bien, la belle histoire entre la danseuse française et le poète marocain a fini par se terminer. Vous avez décidé de vous séparer et vous ajoutez « Je ne veux plus démissionner de moi-même ». Expliquez-moi ça. Parce que pour être aimé, on fait des concessions. Enfin, j'ai fait des concessions. Pas du tout. Pas de concession. Sinon, c'est pas de l'amour. Hein. Et mais c'est vrai, on le fait même parfois avec des enfants, on fait ça. Parce qu'on voudrait leur faire plaisir,
on voudrait qu'ils nous aiment, on voudrait ne pas être méchants, on voudrait... Enfin, voilà, et on est tous humains comme ça. Et de ce fait-là, on dévie un peu de son désir, de sa ligne. Vous avez compris, Bernard? Oui, il a compris, Bernard. Je dirais avec Malice, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, avec un peu de malice, vous êtes vous qui vouliez être une femme libre, libérée aussi, est-ce que vous ne vouliez pas que vos valeurs soient celles d'une femme qui mène la danse? Vous pouvez prendre des notes. Ouais, pour la prochaine. Bon, on arrive à la fin de cet entretien, Marie-Odile Catucci. Vous qui avez toujours été une femme incroyablement libre, donc une passion sans limite pour la danse, on le sait, et qui exprime bien la liberté du corps, vous l'avez dit. Avec eu 2 écoles de danse, l'une créée avec succès à Rabat, et de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous êtes rentré en France, vous avez recréé une école de danse. Non, j'ai pris la direction de l'école qui existe. Oui, ça, non, l'opéra, c'est l'opéra, non, c'était où? Non, c'était à Lille, enfin, Lille, danse création. À Lille? Ah, quand même. La première mairie LFI de France. C'est Roubaix. Mais pardonnez-moi. Je vois qu'il y en a qui suivent, c'est très bien. Ah oui, bon, c'était pas loin d'Alger. Hein. Alors, il y a quand même une chose, chronologiquement, ça c'est intéressant, c'est que vous rentrez en France, vous exprimez de nouveau votre volonté de liberté, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en France, en 81, c'était l'époque où Mitterrand arrivait au pouvoir, qu'il a créé les radios libres, qui avaient le MLF. Oui, bien avant. Oui, mais enfin, grâce à Mitterrand, ça a pris un peu d'extension, il y avait plus de subventions. Non, ce qui a vraiment libéré les femmes, il faut le dire, c'est la loi sur la contraception, et que... non, avant, la contraception, c'est l'autre, non. C'est pas Simone Veil, Simone Veil, la loi sur l'avortement. Et on ne se rend pas compte, les jeunes femmes maintenant, ce que ça a été comme changement dans la vie des femmes. La loi de... Moi, j'ai pris la pilule à 21 ans, mais je devais signer chez le pharmacien. La pilule? La pilule, oui. Vous étiez malade déjà? Mais on signait chez le pharmacien, on était fichés quand on prenait la pilule. C'est la loi, comment Neuwirth. Et après, Simone Veil avec la loi sur l'avortement, et Gisèle Halimi, ça a changé vraiment la vie des femmes. Vraiment. Écoutez, tout ça c'est très bien évoqué d'ailleurs dans ce magnifique livre que je recommande de nouveau, c'est la danse de la crue cendrée de Marie-Odile Catucci aux éditions 5 Sens. Alors, avant de nous quitter, on va passer au petit questionnaire de Bernard Pivot, qui est raccourci, c'est le questionnaire de Proust, mais adapté à la sauce Pivot. Donc c'est beaucoup plus court. Alors attention, c'est difficile quand il faut bien répondre. Hein, bon. Mais vous pouvez répondre ce que vous voulez, de toute façon vous êtes libre. Alors, il y a 10 questions. Marie-Odile Catucci, votre mot préféré dans la vie? Le doute. Ah. Bonne envie. Ça fait 2 mots. Non, c'est un article. Alors, le mot, Marie-Odile Catucci, le mot que vous détestez. Le doute. La certitude. La certitude. La certitude. Alors, Marie-Odile Catucci, compte tenu de votre expérience marocaine, votre drogue favorite? L'amour. Ah, je l'ai appris passer. Bravo pour le gars. Marie-Odile Catucci, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire en arrivant au paradis? Mettez le micro. Pas trop mal. Bravo. En tout cas, pour Solal et Pipi. C'est long comme émission.
Oui. N'oubliez pas la danse de la grue cendrée, ça se lit très bien, c'est très agréable à lire. Merci. Et il y a plein d'anecdotes qui nous passionnent sur votre vie et votre personnalité. Merci, Bernard. Sophie, c'est bien. Sophie, c'est mieux. Tout le monde bien, c'est bien. Ouais, ouais. Oui, mon petit Mi, elle est pas comme moi. À peu près, hein. Tu diras rien. Alors, Elle a qui, là? Elle a qui, là? je pas révisé. Hein. Quoi, C'est dans cette belle ville de Roubaix que naquit la petite Marie. 9 mois après, il me semble, le retour de guerre de papy. Et bien après, tonton Momo. Et bien avant, tata Riri. Ce fut la première, je crois, à partir pour l'Algérie. Là, elle a rencontré Momo encore. Elle a fumé, elle a dansé. Elle a eu Delphes, elle a eu toi. Mais c'est là que c'est moi, t'es GG. Quoi, elle casse avec Momo. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On a dû s'amuser, je crois, car je suis née 9 mois après. C'est à partir de ce moment qu'on ne compte plus les déménagements. Angers, Lille, Nice. Il y a quelques-uns de trop, on est tous d'accord avec ça. Je ne parle pas de la Sainte-Baume, celui-là on n'était pas là. C'est qu'une fois, je sais pas pourquoi il y a 2 fois. Une fois tous les enfants partis, ce fut enfin la libération. Désormais c'est la météo, le 20h, c'est la télé à foison. Sauf pour prendre le temps d'écrire et faire à manger à papa. Marie-Odile a 80 ans et on est tous là pour fêter ça. C'est chaud de raconter sa vie sur le rythme de Monsieur Brassens. Il y a des tas de trucs que j'ai pas dit, alors qu'en fait ils étaient très bien. 3 autres enfants, surtout une, et 5 petits plus grands que moi même. Beau bilan pour 80 ans et personne ne peut lui enlever ça. Bravo, c'est fou. La belle parole. Bravo, les filles! Et c'est pas le chat BTP, hein. On a honte après vous, monsieur Bernard. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on rentre dans l'inquisition. On a honte. C'est une auto-diversion. Allez, maintenant, on passe au devoir. Hasta luego. Gracias a la vida. Chère Marie-Odile. Ah, mais la comédienne. Ah, voilà. Ah, c'était ça. Alors, on fête aujourd'hui tes 80 printemps. Sans micro. On peut vraiment dire printemps pour une personne qui est née le 19 du mois de mars, donc le 3e mois de l'année 1946, c'est-à-dire 1 ou 2 jours avant le printemps, la Renaissance, selon les comptes des uns ou des autres, car depuis 2009, le printemps, c'est le 20 du mois, parce que c'est l'équinoxe, le jour où les durées d'ensoleillement de nuit sont égales. Un presque parfait équilibre arithmétique pour ce jour d'aujourd'hui. Et en évoquant tous ces chiffres, moi qui suis nulle en mathématiques, et je regarde Antoine, je me suis dit, mais pourquoi une année, ça serait pas 2 fois 365 jours, c'est-à-dire 730 jours, autrement dit, 2 fois le tour du soleil. Parce que le vieillissement, hein, tout ça, ben c'est juste une manière de compter. Et si un jour, un de nos ancêtres babyloniens lointains avait décidé de prendre 730 levées de soleil pour compter une année, eh bien, nous fêterions aujourd'hui, ma chère grande sœur, tes 40 ans. Ça, c'est des mathématiques. Ravie par ma propre découverte sur ce qui te rajeunit d'un coup, et continuant dans mon délire des chiffres, je me suis dit dans ma petite tête,
Il faut 9 mois pour fabriquer un être humain. Alors, pourquoi ne fêterons-nous pas nos anniversaires de naissance tous les 9 mois? Je ne sais absolument pas si c'est mathématique, mais ça m'a apparu comme une logique imparable. Et fière de ma nouvelle découverte mathématique, je me précipite auprès de mon cher et tendre. Et tout excité, je lui dis, il est là, et tout excité, je lui dis, tu te rends compte, si on calculait nos âges en 9 mois, ce qui serait plus logique, hein, t'es d'accord? 9 mois pour fabriquer un bébé, hein? Mais on serait beaucoup plus jeune. Mais ma chérie, c'est l'inverse. On serait beaucoup plus vieux. Il y aurait 3 mois en moins dans chaque passage à l'âge suivant. tu es un prophète. Donc, on vieillirait plus vite. Les anniversaires reviendraient plus souvent. J'ai réfléchi moi. Il a un ordinateur. Alors, désorienté, j'ai essayé de nouveau de réfléchir. Et donc, si je calcule bien, il faut rajouter 3 mois aux 9 mois de grossesse pour faire 12 mois, 10, 11, 12 et multiplier par le nombre d'années, c'est-à-dire pour toi, Mario-Dit, 80. Donc, 80 multiplié par 3 égale 240. 240 mois divisé par 12 égale 20. Donc, 20 ans en plus, ce qui fait 80 plus 100. C'est génial. Donc, si on compte en mode de gestation, on peut dire qu'en fait, t'es 100 ans. Attends. Réflexion plus approfondie. Mais je suis pas du tout certaine que ce calcul soit le bon. 104. Je pense qu'il faut plutôt compter en nombre de mois. 106. Donc, 80 multiplié par 12 égale 960 mois, divisé par une période de 2 mois égale 106,6. Et des poussières. 106 cas Mince. Bon, bref, ça fait un peu plus de 100, mais on s'en fiche, il y a 101 roses là-bas. c'est ça. Sans une rose, Oui. il va chercher les roses. Et pourtant, non. Et pourtant, Non. si je continue sur les chiffres, il y a maintenant plus d'un quart de siècle, tu m'avais été donnée pour morte par le chirurgien qui t'avait opéré, duquel je tentais chaque jour passer à l'hôpital de sortir les vers du nez. Et tu es là, vivante, pimpante, joyeuse et calme. Je ne sais pas si ce sont nos origines et éducation catholique, mais il y a des ressuscités en nous. Notre grand frère revit après 2 jambes tranchées par un tramway à l'âge de 5 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Toi, Mario-Dit, tu revis miraculeusement après un cancer annoncé comme mortel. Et toi, Marie, tu reviens à la vie. Après une congestion pulmonaire à l'âge de 18 mois, on priait autour de ton berceau, installé au beau milieu du salon comme si tu étais déjà morte. Et moi, je tiens le pompon. Ressuscité le jour même de ma naissance, grâce aux piqûres d'eau de mer. Après m'être vidé de tout mon sang par le cordon de mon nombril qui avait été mal fermé. Et 56 ans plus tard, revenu d'une opération à cœur ouvert, avec depuis 20 ans une valve artificielle. Et voilà, encore des chiffres et des étapes, mais il faut plutôt parler en mots, et non en chiffres, des étapes et traversées diverses de Mario-Dit. Elles n'ont pas toujours été simples pour toi. L'aîné des 3 filles, toi le coup du retour de guerre. Papa est revenu en juin. Excusez-moi, mais 2 secondes. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit moment. Papa est revenu en juin 1945 et tu es né le 19 mars 1946. Ça n'a pas traîné. D'abord, maman a fallu mourir d'hémorragie après avoir sorti ce gros bébé de plus de 4 kilos. 600. Oui, toi 4 kilos pour ce qui 4 kilos. Scandale. Et puis, encore bébé, il a fallu que tu acceptes la venue d'une deuxième petite fille. Une deuxième petite fille comme un double de toi. Un rebond. Et rebelote, comme disait notre père. Et face à cette petite
Marie Collante. Oui, alors c'est le gentil surnom que notre mère m'avait attribué. Marie Collante. Qui prenait toute la place et qui accaparait avec une détermination farouche toute la tendresse de la mère, paraît-il. Tu as dû ronger ton frein. Ah oui. Et la jalousie et l'émulation ont jalonné toute notre enfance. De petites filles frisées au fer et habillées de robes à fleurs exactement pareilles. Puis tu es devenue l'artiste. Tu faisais de la peinture sur soie, de jolis foulards dans ta chambre, toute seule, au 2e étage. Oh, Marie-Odile, l'aînée des 3 filles, c'est une vraie artiste. Oh, la deuxième, là, oh, c'est pas pareil. La deuxième, c'est la grosse bobo, hein, qui fait si bien les pâtisseries. Hein. Autre phrase de mon père, tellement fier de sa fille aînée devant des invités. Ah oui, parce que Boubou, c'est le 2e surnom qu'on m'a attribué. Vous comprenez maintenant pourquoi je rate toutes mes pâtisseries. Alors, la jalousie. On peut approuver. Alors, la jalousie et ou l'émulation ont commencé aussi pour moi, la grosse Boubou. Pourquoi elle, l'artiste? Et moi aussi, je veux. Et ça n'a plus cessé. Jusqu'au jour où, à cause de phrases très vilaines et très méchantes que je t'ai balancées en pleine figure. Oui, alors il paraît que c'est aussi une de mes spécialités, la méchanceté. Tu as pris ta 2 chevaux et tu as disparu un jour complet et une nuit complète. Recherche, coup de téléphone, amis, commissariat. Je vous passe mon angoisse et ma honte. Et après cela, ça a toujours été côte à côte et main dans la main. Et effectivement, main dans la main pour saluer ensemble le jury du Conservatoire d'art dramatique et recevoir ensemble le premier prix ex aequo à l'unanimité du jury. Et tu es parti vers la danse et le Maroc et moi le théâtre. On se voyait peu. Je suis venue une première fois à Rabat pour le voyage de noces avec mon premier mari. Mais toi, tu ne venais pas souvent en France. Oh, quelques escapades parisiennes quand même, où tu me rejoignais parfois pour quelques jours dans ma petite chambrette de 12 mètres carrés dans le 5e arrondissement. On y fabriquait même notre pain bio, sans four, avec juste une poêle et un couvercle. Qu'est-ce qu'on s'est amusé! Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé à déambuler! Saint-Michel, Saint-Germain, les théâtres, les cours de danse, les copains, les copines. Puis tu es reparti pour le Maroc où ta situation maritale commence à se dégrader. J'ai pu le constater de mes yeux quand j'ai été mise à la porte de ton appartement alors que nous fabriquions ensemble côte à côte un merveilleux spectacle et de danse et de théâtre au patio des Oudaya où tu avais une merveilleuse élève nommée Camilla. D'où le prénom de ma fille. Donc, la jalousie s'est transformée en émulation et connivence. Formidable, non? Oui, mais en juillet 2024, je suis à Avignon Festival et tu m'informes que tu écris un livre et cherches un éditeur. La jalousie aurait pu me chatouiller à nouveau. Moi qui m'essaie à écrire depuis plus de 35 ans. Mais non. J'accepte de te lire, de te donner quelques petits conseils et même l'adresse de mon éditrice. Et ton livre paraît sans que l'éditrice soit au courant que tu es ma sœur, ce dont nous étions convenus toutes les deux. Et voilà. Toujours côte à côte sur le podium de la vie. Et tu t'y maintiens en belle allure, accompagné avec tendresse par Gérard, tes enfants, tes beaux enfants et tes petits enfants. Alors, 80, 100 ou même 101 roses ou 106, qu'importe, quand on aime, on compte pas.
comme je suis nulle en maths, vous en êtes rendu compte, mais aussi également en musique, je me permets de finir par un extrait d'une chanson que j'adore. Ah merde. Si elle vous Merde. plaît, cette chanson, je vous en prie, écoutez-la plutôt par John Baez, Mercedes Sosa ou Moran, ou alors par sa créatrice, Violeta Parra, une chilienne. Gracias a la vida Grâce à la vie que me ha dado tanto, qui m'a tant donné, me dio dos luceros, qui m'a donné 2 lumières, que cuando los abro, quand je les ouvre, perfecto distingo je distingue parfaitement lo negro del blanco le noir du blanc. y en alto cielo, Et dans le firmament, su fondo estrellado dans son fond d'étoiles, y en las multitudes, et dans la multitude, el hombre que yo amo. l'homme que j'aime. Kleenex, Kleenex. Faut plier la photo. Oh mais non. Ah oui. Elle est collector. Collector. Communion solennelle. Alléluia, Comme des moutons. L'horreur. Toi aussi, t'as subi. C'était comme ça. Toi aussi. Et tous les dimanches, il y avait des gens qui disaient alors Odile, c'est laquelle la plus grande? Non, parce que enfin, quand on était jeune, je pense qu'il y avait les filles. Mon père disait les filles. C'était Marie. nous. Les filles, c'était nous deux. Nous deux. Et Claudine à l'époque. Et moi, c'était à part. Toi, tu es la petite dernière. Ouais, petite. donc à part. La petite chouchou. La petite chouchou. À La part. petite. Probable, la petite. Donc c'était un statut. On avait un frère. D'ailleurs, on ne dit pas le frère, on dit le fils de notre mère, parce que notre mère a eu un enfant et 3 filles. Eh oui. Et voilà. Et il y a moins d'écart entre toi et Louise qu'entre Louise et Non, Marie. pareil. Un peu près. Un peu moins. Entre Nous, on nous est deux. très proches. On a même Bon, pas ce 2 qui ans. fait que cette année, on fait Alors, nous, 80. Dans 2 ans, on fait Louise 80, et 80. dans 4 ans, 80. Et Dans 4 ans. après, c'est Marie. Marie, dans 4 ans. Dans Dans 6 ans, c'est 4 ans. Et dans 6 ans, c'est moi. Et dans 8 ans, c'est Jean-Luc. 7 ans, 7 ans. Oui, 8 ans. Ouais. Donc tous les 2 ans, Tous les 2 ans, vous y avez droit maintenant. Hein. à partir d'aujourd'hui, c'est tous les 2 ans. Oh là là. Aïe, aïe, C'est aïe. à nous maintenant. Ah. La nouvelle génération. Alors. Voilà, on prend le relais. Voilà. Je le vois en tant que- C'est la génération Z. C'est les La jeunes. génération Z et Alpha du coup pour habituel. Voilà. Alpha. Alors, ah ouais, lui, il a eu. On n'a pas tous les jours 20 ans, 80 ans. Qui dit que 20 ans, c'est le plus bel âge, il n'y a pas de mémoire. Non, c'est vrai. C'est qui ça? Je vais expliquer. Moi qui ai dit ça, et je trouve ça très bien. Non, mais c'est quelqu'un qui l'a dit. On attend les clopeuses. Oh, les clopeuses. Bon, allez, les enfants. On attend les clopeuses. Moi je m'assois. Les clopeuses. Pourquoi ils ont été clopés? Non, les autres, là. Les Élise clopeuses. et Myriam. Myriam, Élise et Cléopâtre. Ouais. Elles clopent. Non mais fais faire du ramasse. Ah non, moi je suis là. Moi, je fume. Mais là, il est mort. Alors, bah maintenant c'est comme je disais tout à l'heure avant l'accident, c'était à notre tour aux petits enfants de parler. Du coup on s'est tous réunis tous les 5 parce qu'on est normalement on est 5 mais il y en a un qui a essayé de partir au Japon à l'autre bout du globe donc il n'est pas présent mais on s'est tous réunis à 5 pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre chère grand-mère pour ses 80 ans et Alice qui est présent a l'idée de vous me donnez tous des mots et je vais faire un poème pour vous tous, enfin avec les mots qu'on a choisis où chacun a son paragraphe pour parler du coup de mamie. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et Alice du coup lira la partie de Théophile qui a décidé de ne pas être là.
La balle perdue. Qui a tout calculé pour prévenir. Il a choisi délibérément. Ça sera répété. Oui, non, pense à lui, c'est le premier, c'est le préféré, c'est le meilleur. Voilà. Elle sera C'est seul né en hiver. C'est seul né en hiver. Enfin, voilà, la star. Donc, ouais. Soleil de Nice, aux saveurs glace et dragibus, tu m'emportes en cascade jusqu'à la piscine. Ton arbre charmant rayonne sous les capucines, et tes câlins nous ramènent à l'âge fœtus. Souplesse et soutien, voilà deux de tes mots d'ordre. La joie valse sur le rythme de nos échanges, jouant doucement la grâce de tes mélanges. Une danse propre, certes, mais en désordre. Juste un grain de folie qui pousse ta famille, qui s'infuse jusqu'à la fille de ta fille, et poursuivant le fil de l'amour qui nous porte. On t'aime beaucoup et tes recettes aussi. Ton harmonie nous accompagne et nous transporte. Claire et majestueuse, telle un tanuki. Oh. Glisse, s'il vous plaît. Et Excuse-toi, pardon. C'est pas fini. C'est pas fini. J'en ai déjà tellement plein. Non, mais c'est la faute à Brassens. C'est fini ou c'est pas fini? C'est fini. Donc c'est un sonnet français. Un sonnet. Ah oui, Les français. C'est un sonnet. Déjà qu'on était sonné quand Le sonnet italien, ça fait accent. La fin, c'est CD. Alors oui, attends. c'est bon, non, mais tu veux aller que je sorte, tu veux expliquer le processus ou pas? Tu veux expliquer le processus? Mais non, même les sonnets, la tonalité, on va pas Ah, faire les distributions Donc voilà. Ah ouais, ouais. C'est pas mal, hein. C'est très beau les enfants. Et attends, on met une version pour mamie. Ah, merci. La version rap. Mais là, c'est la Il y a ce concert. Non seulement parce que le concert était magnifique, mais j'ai pas trop envie de m'étendre sur le concert, encore que je pourrais dire des choses. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que c'était en parfaite harmonie, voilà, avec Marie-Odile. D'ailleurs, elle a beaucoup aimé ce concert. Ah oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est à l'image, je dirais, de la créativité du chef d'orchestre. Donc ça rejoignait en quelque sorte toute la créativité qu'il y a dans Marie-Odile, et en même temps toute la rigueur du travail, parce que c'est un travail extrêmement exigeant, et on retrouve aussi les qualités de Marie-Odile. Et on assistait donc à cette créativité, et ça a été l'occasion d'un succès pour ce musicien. Et donc, et aussi, Marie-Odile a vraiment apprécié ce concert. Donc je voulais vous remercier, c'est pour ça que ça s'adressait plus à vous qu'à elle, mais néanmoins, bon, on en a tous profité, on était tous été heureux. D'ailleurs, avec Jean-Luc et Louise qui ont, qui ont, par un subtil jeu de musical, de chaise musicale, pardon, voilà. Et donc, on a partagé ce moment assez unique. On a regretté évidemment, parce qu'on pensait à vous aussi, et on voulait vous remercier. Voilà ce que j'avais à vous dire de ce cadeau qui est pour nous assez, il est inestimable. Voilà. Et vendredi soir, on a eu les oreilles complètement... je sais pas, quand tu entends des sons comme ça, des vibrations comme ça pénètre au fond de toi, c'est quelque chose de merveilleux par les oreilles. Et aujourd'hui, avec la Fondation Cartier, c'était le même émerveillement par les yeux. Tout ce qu'on a vu, et les choses sont imprimées, elles rentrent en dedans, et après elles font leur travail à l'intérieur, et ça nourrit la vie, ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre vision du monde, ça nourrit notre façon dont on regarde les autres et dont on regarde la vie. Et de même, quand on entend de la musique pareille, on n'entend plus les choses de la même manière. Pour être dans cette espèce de conjonction des choses assez extraordinaires, tout au moins à nos yeux, je fais remonter ça dans le hasard des choses, mais par quelle sorte de hasard avez-vous pensé à nous offrir ça? C'est-à-dire, c'est bizarre quand même, je ne sais pas qui l'un de l'autre.
Donc Marie était partie dans des délires comme elle en est bien capable, hein, vous le savez. Et nanani, elle a invité le monde entier, la terre, les trucs, etc. Et puis après, allez tous à Aix-en-Provence, super, alors quand à la Pentecôte, machin. Bon, moi j'étais là en disant, ouais, bon. Et puis en plus, bon, il faut aller à Aix-en-Provence, pour nous parisiens, il faut gna gna gna, il faut trouver. Ah oui, mais Antoine est emballé. Oui, d'accord, mais bon. Et il faut trouver la chambre d'hôtel. Je pense que c'est une très très bonne raison. Ah ouais, on est tous d'accord avec toi. Bon, enfin bref. Bon, Et nous, de toute façon, on s'adapte, évidemment, on s'adapterait. Bon, ça tournait. Et un jour, je dirais que c'est mon cher et tendre. On s'est téléphoné un matin, enfin nous on était, je me souviens, il ne devait pas être le matin, on était au petit déjeuner, mais il devait être 10 moins le quart. Et donc, c'est Solal qui a dit, écoute, pourquoi tu fais pas un truc parisien? Vous êtes à la campagne tout le temps, d'abord ça veut lui faire un boulot de dingue, t'imagines recevoir tout le monde, elle est totalement folle. Alors qu'ici c'est simple. C'est simple, c'est Delphine et Pascal. Ils se démerdent, ils sont malins, ils sont un traiteur. Non, mais effectivement, j'allais y venir après. Mais il a dit, c'est simple, à Paris, tu te fais ce que vous n'avez pas, vous avez le soleil, la campagne, les trucs, tout le machin. Ben, là, vous faites un week-end anniversaire, culture, intello, culture. Ouais. Et il y avait du soleil. Et c'est là, elle a dit, elle prend des trucs, elle a Philharmonie, mais dans la minute même, tac, 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 il regarde des Philharmonies. Et je ne sais pas pourquoi il a dû monter, enfin il y avait, pas fait exprès, Monteverdi, et il a dit ça va les passionner. J'ai appelé l'orchestre. J'ai connu Leonardo. Donc voilà. Démerdez-vous, jouez. C'est venu comme Mais bien, hein. C'est venu comme ça. Ouais. Et après on a parlé, bon on vous a parlé ensemble après de plein de choses à faire avec Delphine, Pascal, tout le monde, visiter Notre-Dame, faire. Et les paliers se sont mis sur le coup et ils ont fait une journée hier. Aujourd'hui c'était? Oui, c'est aujourd'hui. Fondation Cartier, super. Et voilà. Donc en fait c'était un week-end culturel, familial et parisien. Donc on trouvait que c'était quand même pas mal. C'est très bien. Bon, en attendant, il y a tout un facteur commun là qui réunit tout le monde. Ouais. Ça a été la gentillesse de Delphine d'organiser tout ça, C'est clair, Pascal, évidemment. c'est clair. Ah oui. Non, mais quand même, parce qu'elle a accepté de prendre le relais moi, de je trouve tout ça. Cet apéro dure un peu longtemps. On peut aller au restaurant. Vous avez dit qu'après il y avait une mais c'est vrai, quand est-ce qu'on mange? C'est vrai. Bon, non, mais ceci étant, il fallait quand même vous remercier. Merci quand même. Ah, quand même. Hein. Non, mais ça a été l'énergie de Delphine et Pascal. Delphine, on la sait, est une excellente organisatrice. Et je vais redire le propos d'Antoine le jour de son mariage, qui dit « C'est difficile d'être le petit frère d'une parfaite. » Non mais c'est pas quelque chose qui vient comme ça, voilà. Allez dans la pièce à côté, on va être un petit peu serré, mais ça va pas durer longtemps. Dans la première pièce? Ouais, là-bas. On y va tous ensemble dans la Tous. Chouette! En couple et au moins avoir un portable. Un mot à dire. Ah bon? Merci. Ah. C'était bien la peine de prendre le papier. Ce mot s'adresse d'abord, ce merci s'adresse d'abord à vous toutes et à vous tous qui avez répondu présent et qui m'avez offert le plus bel anniversaire que je pouvais espérer. Parce que ce que vous m'avez offert est inestimable. L'amour, l'affection, l'humour. Et on se casse. Et bien sûr, il y a un merci particulier pour Delphine et Pascal. Qui nous Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. C'est quoi? Je voudrais dire un merci à la vie. La vie m'a gâtée. C'est qui? C'est qui cette conne? Elle est où? M'a donné. Je suis une chanceuse en réalité. D'abord, je suis née dans une famille
équilibrée, stable et affectueuse. Et non d'un chien, c'est un bon départ dans la vie. C'est clair. Cette famille affectueuse fait que j'ai 2 sœurs qui sont des personnes importantes pour moi et mes beaux-frères aussi. Et c'est ce terreau d'où je viens et qui est porteur. La vie m'a donné le don de la danse. Et ça aussi, c'est un beau cadeau. La danse me constitue, la danse m'a fait vivre, la danse me fait vibrer. Et je reste toujours danseuse, intérieurement. Extérieurement, on n'en parle pas. Puis alors, la vie m'a donné 3 enfants. Ces 3 enfants sont totalement différents les uns des autres. C'est vraiment 3 belles personnes. Ces 3 personnes ont appelé à leur côté 3 autres belles personnes qui sont leurs conjoints ou leurs conjointes, et de les voir adultes, voir les hommes et les femmes qu'ils deviennent, je me dis que tu n'as pas tout raté. C'est un grand bonheur de vous voir avec vos conjoints et conjointes, comment vous arrivez à construire vos vies. Ça aussi, c'est un beau cadeau de la vie. Et évidemment, la cerise de le gâteau, ce sont les 5 petits-enfants. Non mais là, c'est pas une Toujours les mêmes. hein. Regardez-les, ils sont belles, elles sont belles, ils sont beaux. En plus, ils sont intelligents. Oui, ça. Alors là, parce que beau, c'est sympa. Et en plus, ils sont beaux. Vraiment, quel cadeau que ma vie a fait en me donnant ces 3 enfants. Et surtout, je vois que mes enfants et leurs conjoints sont des parents qui sont vraiment... Enfin, j'admire la façon dont vous élevez vos enfants. Franchement, j'admire et je suis ravie pour mes petits-enfants qu'ils aient des parents comme vous. C'est formidable. Et je dois remercier le pilier de ma vie, Gérard. Et je dois dire qu'un vieux couple, parce que nous sommes un vieux couple, nous sommes comme les galets de la plage, qui à force de se frotter l'un à l'autre se polissent, et notre relation s'est émoussée de toutes les aspérités qui pouvaient exister. Et maintenant, nous fonctionnons d'une manière plus souple. Et reste l'essentiel entre nous, l'affection, la tendresse, la solidarité. Et je trouve que c'est encore une autre chance de vieillir à 2. Quel bonheur de vieillir à 2. C'est clair. Quel bonheur de pouvoir partager, d'avoir traversé beaucoup de choses ensemble et de se retrouver plus apaisés. Oh, rassurez-vous, on s'engueule encore. Hein. Je vais vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir 80 ans. De me dire que j'ai traversé la vie, que bon, voilà, comme la vie de tout le monde, et je suis contente vraiment d'arriver à cet âge-là, de dire t'es arrivé jusque-là. Et je vous souhaite à tous, vraiment, de vivre 80 ans. C'est merveilleux d'arriver à ça. C'est merveilleux d'avoir autour de soi les gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc, c'est merveilleux d'avoir 80 ans. Alors, pour le dire, je vais donner la parole à un poète brésilien, qui s'appelle Mario de Andrade, qui est né à Sao Paulo en 1898 et mort en 1945. Et je vous lis son petit poème. Mon âme est pressée. Pressée, pressée. J'ai compté mes années et j'ai découvert qu'il me restait désormais moins de temps à vivre que je n'en avais vécu jusqu'à présent. Je me sens comme un gamin qui a gagné un paquet de bonbons. Il les mangea, les premiers, avec plaisir. Lorsqu'il se rendit compte qu'il en restait peu, il se mit à les savourer profondément. Je n'ai plus le temps pour des réunions interminables où on discute des statuts, des règles, des procédures, du règlement intérieur, sachant que rien n'arrivera. Je n'ai plus le temps de supporter des gens absurdes qui, malgré leur âge chronologique, n'ont pas grandi. Je veux m'entourer de personnes qui savent toucher le cœur des gens. Des gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des touches de douceur dans l'âme. Oui, je suis pressée. Je suis pressée de vivre avec l'intensité que seule la maturité peut donner.
et j'ai l'intention de ne gaspiller aucun des bonbons qui me restent. Je suis sûre qu'ils seront plus exquis que ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Mon objectif est d'arriver à la fin satisfait et en paix avec mes proches et avec ma conscience. Nous avons 2 vies et la seconde commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Pas mal. Happy birthday. Dis-le en français. Oh, qu'elle est belle. C'est génial. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça, je vais me le relire tout le temps. Ah oui. Et ça va tout le temps. Parce que pour mes 65 ans, Delphine avait fait un livre d'or. Elle avait retrouvé des anciennes élèves de danse, à moi au Maroc. C'est là où Marie. Non. Mais non. Et j'ai des témoignages extraordinaires de. Élise, tu vas semer la discorde. Et quelquefois, je relis. Et je disais avec Louise et avec Jean-Luc que quand c'est écrit, ça a une valeur extraordinaire parce que tu peux le relire. Tu peux y relire. Alors, 3 mots par Marie. Tonicité, curiosité, bienveillance, douceur, élégance, souplesse. Joie, soutien et réflexion. Amour, mamie et cinéma. Je dirais vivante, enfin vive, gentille et attentionnée. Oui, créativité et oui. Et affectueuse. Souple comme un roseau. Un peu fatigué, mais toujours plein de tendresse et d'amour pour les autres. Belle-mère, accueil et gentillesse. Amour, gloire et beauté. Maman, je t'aime d'amour. C'est cool d'être là. Liberté, indépendance et impétuosité. Conviction, détermination, amour. Alors, fraternité, égalité et liberté. Je t'aime. Mon cœur, pour toujours. Il y en a un trop.